Euh, cette sixième conversation intitulée donc Repenser les besoins, comment penser les transitions écologiques par les pratiques des ménages. Et donc notre sixième conversation dans le cadre du programme Besoins en logement. Les conversations, c'est donc un concept euh, qui a été proposé par Julien Leplédeur et Brice de Margerie. L'idée, c'est de faire échanger deux personnes sur un thème qui est au croisement de leurs compétences respectives. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces conversations? C'est parce que, en fait, le sujet des besoins en logement à l'heure de la transition écologique, c'est un sujet qui, en tant que tel, est très peu traité par la recherche, sur lequel il y a peu de travaux, peu d'études, peu de personnes qui ont travaillé, mais inversement, il y a beaucoup de personnes qui détiennent des clés qui sont extrêmement importantes. On n'est pas sur un terrain qui est vierge du tout, mais on est un terrain sur lequel, en fait, il y a beaucoup de savoir. L'enjeu, c'est de réussir à articuler les différents savoirs et à bien identifier, voilà, ce qu'on peut tirer des recherches existantes, des études existantes au profit de ce thème et en parallèle d'identifier des sujets de recherche qui là vraiment méritent un travail spécifique. Euh, donc comme vous le savez, on a commencé à structurer notre réflexion. Aujourd'hui, on propose donc trois axes. Le premier axe autour de la compréhension de ce que c'est qu'un besoin. Quand on parle de besoin en logement, c'est quoi avoir besoin d'un logement? Comment est-ce que ça se décline, comment c'est compris par les politiques publiques. Un deuxième axe autour de la quantification à l'heure de l'incertitude. Et un troisième axe autour de la réponse aux besoins. La conversation d'aujourd'hui se centre pleinement sur le premier axe, la question de la compréhension du besoin. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Denis Bernardet de Leroy Merlin Source, qui a beaucoup travaillé sur les pratiques des ménages dans leur logement. Comment est-ce qu'on utilise un garage? Comment est-ce qu'on aménage une chambre d'enfant? Comment est-ce qu'on fait face à de multiples handicaps? Comment est-ce qu'on vit confortablement quand il fait chaud, quand il fait froid? Comment est-ce qu'on baisse le chauffage, etc. Et donc, qui est vraiment, voilà, le Roi Merlin, Source, c'est vraiment un des lieux où se pensent les pratiques quotidiennes actuelles des ménages. Et j'accueille aussi avec grand plaisir Charlie Brocard de l'IDRI. IDRI qui, eux, sont plutôt des spécialistes de la transition écologique des ménages pensée par les pratiques. Donc, avec plutôt un prisme jusqu'à présent sur l'alimentation, en particulier pour toi. Donc, vous voyez assez bien comment, voilà, on a deux clés d'un côté, des pratiques d'un côté et la transition de l'autre. Et donc, je vous propose d'attaquer tout de suite cette conversation par un petit propos introductif de Denis qui va voilà, vous présenter un peu voilà, lui d'où il parle sur ces sujets de pratique. Est-ce que les multiples recherches financées ou cofinancées par Leroy Merlin Source permettent d'éclairer sur ce sujet? Et, parfait. Non, on avait un système de salle qui jusqu'à présent fonctionnait très bien et qui depuis un mois ou deux nous fait des petites surprises. Ok, ben on va rester sur ce petit suspense. Peut-être qu'on aura une belle caméra à grand angle dans le cours de la matinée. D'abord, merci pour l'invitation. Et puis, on va pas perdre de temps, du coup. Juste vous resituer ce qu'est le roi Merlin Source d'abord. En fait, la petite bande-annonce de Eva le dit très bien en égrenant des sujets. On travaille sur tous les sujets de l'habitat et du logement par le prisme des habitants, leurs pratiques, leurs discours, leurs représentations. On travaille avec un réseau de chercheurs. On est une toute petite équipe de 3 personnes arrimées à la grande maison Leroy Merlin en France. Mais il y a plusieurs dizaines de chercheurs autour de nous qui travaillent maintenant systématiquement de manière pluridisciplinaire. Vous allez le voir dans ce que je présente juste derrière. Et puis l'autre point important pour nous, c'est qu'on fait une place systématiquement à l'image dans toutes nos recherches, pas simplement comme un outil d'illustration, mais vraiment comme un matériau de recherche, un matériau d'analyse.
que ce soit la photo, le plan, le dessin, le film, etc. On est friand de monter des partenariats de recherche parce que ça permet de rencontrer d'autres cultures et ça permet d'amener plus de moyens aux chercheurs. Et puis juste pour finir ce petit point de démarrage, on fête les 20 ans de Leroy Merlin Source, puisque la dynamique a commencé en 2005, la première réunion en octobre 2005, donc on y est, et la recherche de manière structurée à partir de 2010. Juste pour faire le lien avec Bell, euh, nous, on travaille que sur des recherches qualitatives, plutôt exploratoires. Donc la dimension à la fois quanti sur le plan économique et politique publique de besoins en logement, c'est pas notre objet. Sur ce titre que j'ai posé là, le confort recomposé, on est plutôt sur la question des besoins dans le logement et comment ils évoluent sur le plan écologique, environnemental, dans les pratiques des habitants. On est bien dans le sujet du jour. Et donc, on a une question juste de calendrier qui tombe à pic, puisqu'on a publié tout récemment cette recherche intitulée Le confort sobre, donc en partenariat avec Octopus Énergie. On est tout à fait dans ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire une équipe de recherche qui s'est composée, qui est venue nous proposer ce sujet, qui est composée de deux sociologues, Gaëtan Brispierre et Mathilde Joly-Pouget, qui est aussi l'auteur des graphiques comme celui-là, associé à deux designers énergétiques, Pascal et Amélie Lenormand. Je vous présente cette recherche dans les grandes lignes, avec un point de départ, c'est que Pascal et Amélie Lenormand, donc leur structure s'appelle Incube, travaillent depuis de longues dates avec des professionnels sur comment réduire le chauffage très nettement et donc les dépenses d'énergie en période d'hiver, sans intervenir sur le bâti, mais simplement en accompagnant et surtout en outillant les occupants sur la compréhension du chauffage, sur leurs besoins réels, quelque chose qui est en phase avec le sujet du jour. Hein. Pascal Lenormand dit qu'on a besoin d'un service énergétique. Donc il pense vraiment ça en termes de service. Et sur des bâtiments tertiaires, sur des salles de spectacle, sur des lieux de culture, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, avec une forme d'accompagnement spécifique, on obtient des réductions de consommation d'énergie et de chauffage assez importantes. Pour la première fois, dans le cadre de cette recherche, il a adapté cette méthode d'accompagnement hivernal pour des particuliers. Et l'association avec les sociologues était très précieuse puisque les sociologues ont procédé au recrutement, suivi tout le dispositif pendant tout l'hiver, et puis rencontrer les ménages à l'issue. Je vous dis juste un mot du recrutement parce que c'était assez spectaculaire. On a eu 500 candidatures, notamment parce qu'Octopus était partenaire et arrivait avec un fichier de clients déjà engagés sur des programmes d'économie d'énergie. Et dans le recrutement, pour descendre à 15 ménages, il y a eu un gros travail, mais notamment, l'équipe a éliminé tous les professionnels et tous les experts qui ont un rapport de près ou de loin avec le sujet. Ça, c'est la première chose. Je dis quelques mots rapides du programme. Dans le rapport de recherche et dans la synthèse, c'est vraiment détaillé par le menu. Il y a vraiment des étapes très, très claires. Il y a une première étape. Alors, tout se passe à distance. Hein. Pour ce qui est du programme d'entraînement, ça, c'est l'expression de l'équipe, un programme d'entraînement. La première phase consiste à faire de la mesure. J'allais dire, c'est bête comme chou, mais faire de la mesure de température partout dans la maison, partout dans le logement, dans toutes les pièces, à différents moments, dans différents lieux des pièces, pour commencer à prendre la mesure, c'est le cas de le dire, de ce qu'est le chauffage. Et commencer à se rendre compte qu'à 17 degrés, je peux avoir très froid dans certains moments, dans certaines circonstances, et me trouver très bien dans d'autres. Ensuite, le nœud du programme, c'est d'expérimenter ce qui est mis ici en image. Du coup, je ne le détaille pas plus que ça, mais tester, expérimenter, plein de manières de réduire le chauffage et voir si on y trouve son compte. Et puis, il y a une troisième étape qui est très importante, qui est à l'image, là, sur la une de ce rapport de recherche, traverser le pantoufle, c'est travailler sur le corps et faire tout ce qu'on peut sur le corps, auprès du corps, pour vivre bien et vivre sans souffrance et sans douleur, évidemment, ce confort d'hiver avec des réductions de température qui peuvent être assez spectaculaires. Ça dépend des foyers. On n'est que sur des déclaratifs. Il n'y a pas de campagne de mesure dans cette recherche-là. Mais on retrouve chez les particuliers ce qu'on avait avec les professionnels, avec des réductions assez importantes
Je vous montre juste ça. C'est aussi, alors on a plein de photos. Il y a quand même un concours esthétique dans cette affaire. Il y a quand même un changement de posture pour certains sur comment je m'habille. Les chaussettes, les plaids, les bonnets et tout le reste. C'est un vrai sujet. Cette image-là, c'est aussi pour dire que quand je détaille comment fonctionne ce processus observé par les sociologues, il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas d'innovation technologique. On n'a pas grand-chose à montrer de ce point de vue-là, même rien. Ça joue vraiment sur une forme d'innovation sociale et de comportement qui bouge progressivement. Euh, Cette famille de chaussettes, elle dit aussi donc, qu'il y avait un échantillon avec 15 ménages, finalement 14. Il y a quand même eu un abandon de quelqu'un qui n'était pas très à l'aise avec ce dispositif. Et la recherche a fonctionné aussi avec un groupe WhatsApp, avec un effet d'entraînement entre pairs qui n'était pas du tout compétitif. Il n'y avait pas un jeu de celui qui économise le plus, mais vraiment un jeu d'entraînement collectif qui a été très précieux dans le système, à tel point que quand la recherche s'arrête et que le groupe WhatsApp de recherche ferme, eh ben, le groupe se rebelle un peu, une dizaine de familles décident de rouvrir un WhatsApp et ils ont continué sans l'équipe de recherche. Le programme de confort d'hiver s'est terminé sur une petite initiation confort d'été et puis le groupe depuis fait sa vie sans les chercheurs. Mais ça dit quelque chose de l'effet réflexif d'entraînement qu'on peut avoir dans un processus comme celui-là. Et ça, c'est juste un petit best-of. On a une petite liste de ce qu'ils disent eux, de ce que disent des membres de l'échantillon, de ce qu'est le confort sobre. Moi, j'ai appelé ça un oxymore prometteur, le confort sobre. Il y avait aussi un point d'entrée, notamment chez Pascal Lenormand, mais dans cette équipe, qui consiste à dire on ne va pas manier le terme de sobriété à cause de tout ce qui charrie de représentation, de perte, de régression. On va jouer sur d'autres critères, et notamment de plaisir, de volupté thermique. Ça, c'est un terme que je reprends volontiers à mon compte pour essayer d'embarquer les gens. Mais est assez vite arrivé cette expression de confort sobre et qui a été appropriée d'une certaine manière, on peut dire ça, par les ménages qui ont participé à cette recherche, qui nous disent aussi que chemin faisant, alors dans des termes très pragmatiques, ils se sentent mieux, ils ont moins de rhume, donc ils sont en meilleure santé dans cette période d'hiver avec un chauffage plus bas. J'ai rajouté un propos complémentaire. Ça, c'est un texte que j'ai écrit et publié à la rentrée. C'est aussi vraiment pour le plaisir de partager les illustrations de Bénédicte Muller, qui est une illustratrice qui travaille avec nous et qui a comme ça cette capacité à sortir des représentations juste en une image de choses qu'on essaye de raconter longuement à force de paragraphes. La recherche confort sobre, elle n'est pas la seule dans son genre. Il y en a d'autres chez nous, il y en a d'autres ailleurs, notamment le programme Slow It qui a été mené avant nous en Belgique, avec des principes assez proches de réduction des consommations d'énergie l'hiver. Et quand j'écris Le confort est mort, vive le confort, là aussi il y a un parti pris un peu volontariste, mais ça vient documenter cette idée que de manière volontaire, des particuliers peuvent passer de notre confort moderne dans ce qu'il a de très standard, très homogène, et pour le pousser à la caricature, un chauffage qu'on pilote très peu, qu'on allume en début d'hiver, qu'on éteint en fin d'hiver, et là où on se contente de quelques réglages, alors que dans ces programmes, ça veut dire clairement qu'on bascule progressivement sur des changements de comportement avec un confort qui est construit, qui est réflexif, qui est situé. Vraiment, il y a vraiment une réflexion sur les différentes pièces, les différents besoins aux différents moments des temps de vie. Et donc, ça nécessite d'être actif dans son logement, beaucoup plus actif que dans les manières de vivre le confort standard dans lequel on a vécu ces dernières décennies. Si vous voulez plus historique, il y a des choses dans le texte, hein, j'ai rien à inventer, c'est un texte de synthèse sur l'émergence du confort moderne et puis les limites auxquelles on se confronte et on va se confronter en termes de coût de l'énergie et de ressources. Et si je peux prendre quelques minutes de plus, très rapidement, parce que je ne vais pas les détailler, mais dans notre univers à nous de recherche, je dis quelques mots de chacune de ces trois-là. Le confort thermique à l'ère de l'Anthropocène, c'est une designer avec une sociologue. C'est une designer qui travaille
depuis qu'elle travaille, depuis ses études sur les matières molles, et notamment sur le textile. Et c'est particulièrement important dans cette recherche. Il y a un point commun avec le confort sobre, c'est que ça ne consiste à ne pas toucher au bâti, mais de jouer sur d'autres registres. Et donc là, c'est un tout petit échantillon sur 4 familles. Elle leur a proposé des petits aménagements. Dans son jargon, des aménagements organoclimatiques. Ça veut vraiment dire quelque chose. On joue sur des petites choses, on joue sur des textiles. Allez voir si ça vous intéresse. Je ne détaille pas plus que ça. Juste à l'image, ce qu'on a, c'est un rideau dans lequel il y a un tuyau dans lequel on met de l'eau qui va descendre dans le rideau. Il y a une petite coupe au sol, évidemment, pour ne pas mouiller le sol, et qui fait comme confort d'été, sur du courant d'air, on donne de la fraîcheur au logement. Je rajoute juste que Lucille Sauzet, donc la designer en question aujourd'hui, au-delà de ces toutes petites expérimentations, développe ce projet avec un financement de l'ADEME. Ça, c'est tout frais. Donc, on passe d'une micro-expérimentation à quelque chose qui va se développer un peu en termes de prototype. Réenchanter le pavillonnaire urbain, une belle recherche sur 2 grands secteurs, sur comment on transforme ces vieilles maisons. Alors là, sur le plan écologique et environnemental, on était en partenariat avec l'ADEME. On est sur des gros paradoxes, c'est-à-dire que tout le monde, enfin dans l'échantillon, mais plus généralement, avance avec des convictions écologiques, environnementales qui se sont renforcées. Mais ces fameuses maisons qui avaient des tout petits volumes, des toutes petites pièces, et souvent qui étaient habitées qu'au premier étage, des maisons de 60 mètres carrés deviennent des maisons de 120 ou 180 mètres carrés parce on aménage les combles, on aménage tous les rez-de-chaussée, les anciens établis garages, on fait des grandes ouvertures lumière. Donc, on fait une deuxième salle de bain. Donc, on va faire des maisons plus performantes sur le plan énergétique, évidemment, mais on va consommer plus et différemment. Et puis une dernière entrée sur rafraîchir son logement sans climatisation. On a publié ça cette année, c'est tout récent, avec une architecte, Marine Morin, en 2 volets. Le premier volet, c'est une petite étude ethno assez modeste en région lyonnaise, qui nous a quand même permis de dire une chose qui me semble importante, c'est que sur ce sujet, il y a une vraie expertise d'usage. Je ne suis pas très à l'aise en général avec cette expression expertise d'usage. Mais là, on voit bien que, quels que soient les milieux sociaux et les types de logements, décrire comment on souffre du chaud en été, savoir ce qu'on peut y faire et les contraintes qui font qu'on a des limites et qu'on ne peut pas s'en protéger, tout le monde a du vocabulaire pour ça, tout le monde sait l'identifier, tout le monde sait en parler. Et je rajoute juste une chose sur cette recherche. La deuxième partie qui est à l'image, là, c'est la création par Marine Morin de 2 outils. Un outil d'autodiagnostic dans le logement. S'il est bien construit, on y a travaillé, il est maniable par n'importe qui, avec une partie personnelle et une partie bâtie, une partie humaine et une partie logement, associé à une bibliothèque de solutions, qui est un outil en évolution perpétuelle, mais il y a une centaine de solutions, de la plus simple à la plus techno, qui ont été rassemblées. Et aujourd'hui, l'application qui pourrait ressortir de cette recherche n'existe pas. L'outil d'autodiagnostic existe, mais l'idée à terme, c'est que quelqu'un qui manie cet outil a des résultats qui le basculent dans la bibliothèque de solutions sur les solutions les plus adaptées à son cas personnel. C'est une étape de développement. Le Leroy Merlin ne fait pas de développement. Mais voilà, j'ai plaisir aussi à dire 2 mots de ça, parce que c'est le travail qui pourrait être devant nous ou devant d'autres qui voudraient se saisir de cette recherche. Ça me permet de conclure sur un point essentiel. Les recherches de Leroy Merlin sont en accès libre sur un site dédié qui n'est pas relié au site commercial. C'est important parce qu'on a souvent le retour là-dessus. Et tout ça est à disposition. Voilà, il ne faut pas faire trop long en ouverture. Merci. Et on vous propose sans transition de passer côté IDRI avec, vous allez voir, une approche assez complémentaire. Parfait. Bonjour à toutes et tous, merci aussi pour l'invitation. Donc de mon côté, je m'appelle Charlie Brocard, donc je travaille à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Donc c'est un think tank qui est lié à Sciences Po Paris, qui travaille sur les questions de transition écologique depuis 20 ans, puisqu'on a été créé en 2000, même plus de 20 ans, en 2003. À l'origine, on travaillait vraiment au niveau international, donc sur les négociations climatiques qui se déroulaient dans les arènes internationales. Puis ensuite, on a étendu nos activités au sujet biodiversité, toujours au niveau international, et puis ensuite à des échelles différentes, comme l'échelle européenne et l'échelle française.
Donc, parmi les activités qu'on a, on a aussi donc étendu en termes de thématiques, puisque au-delà de ces questions qui étaient vraiment liées à de la gouvernance, on a décidé de s'attaquer aux questions des pratiques et des modes de vie, avec différentes équipes. Donc, on a une équipe climat-énergie, une équipe mobilité et une équipe alimentation-agriculture, de laquelle je fais partie. Et dans cette équipe agriculture-alimentation, on avait largement travaillé sur l'amont au départ, donc sur les changements de production, sur la transition agroécologique. Et puis, il y a 4 ans, il y a eu le lancement de ce travail sur la consommation alimentaire, de manière à pouvoir tenir en fait un discours sur l'entièreté de la chaîne de valeur et pouvoir se poser la question de comment on pouvait générer les changements de régime, les changements de pratiques alimentaires qui étaient supposés dans la prospective, puisque nous, on manipule pas mal la prospective. Et un des sujets qui revenait souvent, c'est on a des prospectives sur la production, sur les quantités d'énergie qui peuvent être disponibles, sur le potentiel, pareil sur le côté agricole, mais on a généralement sur la partie consommation des choses très très fines, très très fragiles et qui sont très peu informées en fait par les savoirs à disposition. Et donc notre objectif était là de rentrer par une entrée vraiment pratique et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une pratique alimentaire elle change, elle évolue sur le temps et comment pour aller vers des pratiques plus vertueuses, donc c'est-à-dire pour l'alimentation plus de consommation de bio, moins de consommation de viande par exemple, comment on y va et comment on arrive à on va dire trouver des manières de jouer avec ce qui existe actuellement. Donc, ce que je voulais faire d'abord, c'était vous remettre un peu les bases théoriques de cette approche qu'on développe, aussi parce que j'ai des choses moins précises que Denis par rapport au sujet qui nous intéresse, et donc je préférais faire une sorte de zoom out. Donc, pour vous expliquer un peu d'où nous on part, le point de départ de notre réflexion, c'est vraiment une forme de critique du modèle du consommateur, qui est un modèle qui s'est développé à la fois à la base dans le mouvement consumériste, donc avec une volonté de moraliser les comportements, et ensuite qui a été repris par l'État, notamment lors du Grenelle de l'environnement en 2007, avec cette idée de dire les individus ont une responsabilité dans leurs pratiques, et l'État lui, son rôle est de les accompagner par de l'information, par de l'éducation, pour permettre des changements de pratique vers des choses plus vertueuses, avec notamment, du coup, le développement, en tout cas, c'était lancé à l'époque, en 2007, de l'affichage environnemental, donc qui est toujours pas qui est toujours pas lancé. Mais en tout cas, c'est avec cette idée-là vraiment de donner aux consommateurs, consommatrices des moyens de faire des choix éclairés. Donc, il y a vraiment cette logique-là. Et donc, nous, ce qu'on critique fortement dans cette approche-là, et on n'est pas les seuls à le faire, bien sûr, ces différents postulats que vous voyez sur la droite. Le premier postulat, c'est que dans cette approche du consommateur, il y a l'idée que les comportements dans la société se diffusent du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il y aurait une avant-garde qui serait en capacité de faire des choix éclairés en premier, en quelque sorte, et donc d'adopter des consommations bio, enfin des comportements de consommation bio, par exemple, ou de cesser de consommer trop de viande, ou de réduire sa consommation énergétique, et qu'ensuite, ça viendrait, c'est une forme de théorie du ruissellement, mais sociologique, non pas économique, ça viendrait ensuite ruisseler sur les couches sociales inférieures, au sens des couches sociales moyennes et défavorisées, par la simple affirmation d'une forme de nouvelle norme, qui ferait qu'ensuite ces classes-là auraient intérêt et auraient envie de copier la norme des classes supérieures. Donc, je critiquerai ça juste après. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, qui est aussi problématique selon nous, c'est l'idée selon laquelle l'individu possède une forte capacité d'agir, une forte agency. Derrière ça, il y a donc l'idée que une personne, qu'elle soit dans un supermarché lorsqu'elle fait un choix alimentaire, qu'elle soit chez elle et qu'elle souhaite se chauffer, il y a dans ces deux cas-là, ces deux situations-là, une forte capacité à la fois de comprendre les enjeux, de se les approprier et d'agir dessus en faveur potentiellement de pratiques plus vertueuses. Ça veut dire que les individus, donc, ils sont très peu contraints et que leur environnement de choix, finalement, les influence très peu, puisqu'on vient dire que c'est à eux que revient la responsabilité d'agir. Et puis la troisième postulat qui nous semble problématique, c'est l'idée selon laquelle la bonne unité d'analyse et la bonne approche, la bonne entrée pour les politiques publiques, c'est l'approche individuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de considérer les individus comme des clés d'entrée dans les changements de comportement, alors que nous, ce qu'on observe à travers la littérature sociologique notamment, c'est que l'approche par groupe social est bien plus fructueuse, bien plus pertinente, puisque l'approche par individu, en fait, elle vient généralement gommer
toute une série à la fois de facteurs qui influencent les comportements individuels, mais aussi des facteurs contextuels qui viennent contraindre les actions des individus. Mais avec ces trois postulats de l'approche par le consommateur ou la consommatrice, il y a ensuite deux surcouches qui paraissent un peu antithétiques. La première, c'est l'idée que l'individu est rationnel. L'autre, c'est que l'individu est irrationnel. En réalité, c'est les deux faces de la même pièce, au sens où ce qu'on regarde principalement, c'est la raison. C'est vraiment le cogito, c'est la capacité à réfléchir et à prendre des décisions basées ou non sur une capacité à comprendre les problèmes tels qu'ils se posent à un individu dans une situation donnée. Or, donc le problème principal avec ça, c'est que cette approche-là, elle vient plutôt des sciences économiques ou des sciences psychologiques. Le principal problème, c'est que lorsqu'on prend la première couche, c'est-à-dire l'individu rationnel, on vient se dire alors il a en capacité de faire, de mettre en balance différents choix et ensuite de noter en quelque sorte, d'évaluer la pertinence de chacun des choix, puis de faire ensuite une décision. Bon, ça, c'est jamais ce qui se passe dans la vie réelle, évidemment, mais d'un point de vue théorique, donc dans la science, mais aussi d'un point de vue opérationnel dans les politiques publiques, c'est généralement comme ça que les choix sont faits. Et vous voyez sur la droite les différentes politiques publiques qui peuvent en être, qui peuvent en découler. Et puis la deuxième face de la pièce, c'est l'idée sur laquelle il est irrationnel. Et donc, s'il est irrationnel, cet individu, alors il faut le guider à son insu. Et donc, il n'y a plus aucune agentivité. L'individu est uniquement pétri de biais. Et il faut jouer de ces biais pour générer des changements dans son comportement. Or là, il y a à la fois une question éthique et démocratique qui se pose évidemment, mais il y a aussi une question d'efficacité, puisque lorsqu'on parle par exemple des nudges, qui sont un des outils principaux qui sortent de cette approche. Les nudges, en fait, ils sont opérationnels que dans certains contextes très précis. C'est-à-dire la cantine, on met le plat végétarien en amont du plat carné, donc les personnes potentiellement vont prendre plus parce qu'elles vont le voir en premier. Très bien, ça marche à la cantine. La cantine, c'est 5% des repas. Qu'est-ce qui se passe au domicile? Qu'est-ce qui se passe au restaurant? Et en fait, les nudges, la question, c'est aussi que à la fois, ça n'est pas opérationnel dans tous les espaces de consommation, et ça n'est pas non plus opérationnel sur le long terme. C'est-à-dire que ça ne change pas les pratiques, puisque ça ne change ni la représentation sociale de ces différentes pratiques, ni les conditions d'exercice du choix. Et donc, en fait, les notes ne sont efficaces qu'à court terme et dans des contextes très précis. Et donc là, lorsqu'on voit l'étendue des changements qui sont nécessaires, que ce soit dans le changement de comportement, de mobilité, de consommation énergétique, de consommation alimentaire, on est sur des choses qui sont très fortes. Pour la viande, c'est moins 50% à 2050, l'objectif, selon des bases scientifiques. Et donc, on a besoin de choses qui sont à la fois pérennes et d'ordre de grandeur beaucoup plus important. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est comme si cette approche du consommateur, elle se bornait à représenter le haut de la pyramide que vous voyez. C'est-à-dire les comportements tels qu'ils sont déclarés par les consommateurs, consommatrices. Et donc, ces déclarations-là, on les obtient via des sondages, généralement. On voit, par exemple, le baromètre de l'ADEME, c'est typiquement un exemple de ça, c'est-à-dire qu'il est intéressant, mais il se borne à représenter ce que les personnes déclarent officiellement au téléphone lorsqu'on leur demande est-ce que vous êtes pour la sobriété? Aujourd'hui, une écrasante majorité de Français et de Françaises répond oui. La même chose pour est-ce que vous êtes prêt à réduire votre consommation de viande? La même chose pour plein de comportements comme ça. Le problème, c'est que ce à quoi on accède ici, c'est à ce à quoi les personnes, en fait, ce que les personnes vont souhaiter partager, bien sûr, à la personne qui les interroge. Et donc, on accède bien plus à des modes de justification d'un comportement existant, c'est-à-dire, oui, alors je souhaiterais effectivement baisser ma consommation de viande, mais ça se fera plutôt pour des sujets de santé ou d'environnement. Bon, ça peut être une chose qui va être répondue dans un sondage. Or, dans la vie réelle, cette personne-là qui a répondu oui, la santé, l'environnement, ça m'importe, et c'est comme ça que je veux baser ma décision de consommer moins de viande, potentiellement, elle va le faire pour une raison qui est tout autre. Et donc, le mode de justification qui va être exposé n'est pas celui qui est réellement le cas pour cette personne. Et donc, du coup, ça ne nous donne pas du tout de prise pour faire évoluer son comportement, puisqu'on ne sait pas réellement ce qui motive, ce qui contraint les choix de cet individu. Et donc, ce qui nous paraissait intéressant de faire, c'était descendre à un niveau plus bas dans la pyramide, et donc de considérer que les pratiques, donc les pratiques de consommation, les pratiques de mobilité, toutes les pratiques qui peuvent exister, sont en réalité compréhensibles comme des performances sociales. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est ce que les individus font
d'une pratique qui elle-même est invisible, d'un point de vue un peu théorique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, chaque individu, selon son milieu social, va performer quelque chose, c'est-à-dire il va s'approprier une pratique. Typiquement, je vais faire du vélo pour aller au travail. Le vélo au travail, c'est une pratique, mais la manière dont moi je vais l'approprier, je vais me l'approprier, pardon, elle est spécifique par rapport à ma structure familiale, par rapport à mon genre, par rapport à mon niveau de diplôme, et donc je ne vais pas en parler de la même manière. Si je fais partie des classes supérieures, je vais dire, je prends mon vélo parce que c'est bon pour l'écologie, et en plus, ça me permet de faire du sport. Si je viens d'une classe populaire, par exemple, potentiellement, je vais dire autre chose. Je n'ai pas de voiture cette semaine parce qu'elle est en réparation, et donc j'ai pris mon vélo. Il y a différentes manières de mettre en valeur ces comportements-là, et ça veut donc dire que derrière la pratique faire du vélo pour aller au travail, elle peut être promue auprès d'une diversité de populations à travers des logiques, des rationalités et des représentations qui sont très différentes. Et donc, on a besoin de ce sorte de panachage, de cet éventail de représentations pour toucher la majorité des personnes. Et ça, c'est valable pour l'entièreté des pratiques. Et ce qui veut dire que ce sur quoi on a travaillé, c'est la dernière, enfin, c'est l'étage le plus bas de la pyramide. Ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment les contraintes qui sont spécifiques à chacun des groupes sociaux qu'on regarde, les priorités de ces groupes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, et comment on peut donner des moyens de réaliser ce qu'ils veulent faire tout en allant dans le sens de la durabilité, puisque c'est ce qui nous intéresse, et puis de travailler sur les environnements, c'est-à-dire l'environnement de choix, l'environnement de contraintes, qui vient façonner la capacité des personnes à s'emparer ou non de la pratique. Je vais au vélo au travail. Et je vais détailler un peu. Ça nous permet de... Je vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais ça nous permet juste de proposer une alternative à ce consommateur. L'alternative, elle peut être résumée par le mot quand on peut, on veut. Donc là, on a renversé on va dire le slogan un peu traditionnel qui est basé dans une approche très méritocratique, pardon. J'ai plus d'eau, donc mes mots se perdent. Je suis un peu malade. Donc c'est super. Donc quand on peut, on veut. L'idée c'est de renverser le slogan traditionnel en disant on doit mettre l'accent non pas sur les conditions de motivation, mais sur les conditions de possibilité des changements. Et donc là, il y a un truc très important à tenir compte, et c'est ce qu'il y a sur la droite de la slide, c'est que, on doit regarder les enjeux de diversité sociale qui se posent. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions de possibilité, elles sont différentes selon qui je suis, selon qui vit dans mon foyer, selon mon niveau de diplôme, etc. Le deuxième point, c'est que les pratiques, elles émergent toujours dans une interaction entre un environnement, c'est ce que j'ai dit juste avant, et une structure sociale. Cette structure sociale, elle est composée de représentations, elle est composée de normes, et donc c'est bien à la fois sur l'infrastructure, c'est-à-dire le côté matériel. Donc si on parle de vélo, bah, on parle de pistes cyclables, on parle de places de stationnement, mais aussi sur les plateformes, c'est-à-dire typiquement quand on parle du vélo, le rapport à la sécurité, les compétences en termes de savoir conduire son vélo. Merci beaucoup. Et on doit travailler à la fois sur l'immatériel et le matériel pour déclencher des changements de pratique. Et puis le dernier point, c'est que les pratiques, elles sont toujours en interaction. Et là, c'est un point très intéressant, notamment en réponse avec ce qui a été dit juste avant, c'est que typiquement, lorsqu'on fait un travail de rénovation de son intérieur, il y a effectivement aussi des publications scientifiques qui utilisent l'approche par les pratiques pour analyser les pratiques de rétrofit. Lorsqu'on rénove son intérieur, on peut le faire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une économie d'énergie. On va plutôt souhaiter effectivement élargir son logement, créer une nouvelle pièce, avoir de nouveaux équipements. Et ça va être intégré dans des pratiques existantes, des pratiques de convivialité, des pratiques de confort, des pratiques de sociabilité, et seulement ensuite peut intervenir, parfois, pas toujours, la surcouche environnementale, comme étant un motif, une motivation de changement de pratique, en disant je vais effectivement réaliser cette rénovation-là parce que en plus, ça me permettra de consommer moins. Mais ça, c'est un seul des facteurs. Donc, si on met l'ensemble de nos énergies ou qu'on cadre en quelque sorte la pratique, je rénove ma maison uniquement sous un prisme environnemental, on se prive
de toute une série de motivations. Et par ailleurs, on empêche la connexion avec des pratiques existantes et donc la capacité de faire paraître cette pratique nouvelle qui est je rénove mon intérieur comme une pratique endogène. Et là, il y a un truc vraiment important et qu'on voit sur l'alimentation typiquement, c'est lorsque la pratique nouvelle, elle est perçue comme exogène, c'est-à-dire quelque chose qui est soit imposé de l'extérieur, soit qui est l'attribut d'une classe sociale qui n'est pas la nôtre, et c'est exactement le cas pour la consommation de produits biologiques par exemple, il y a un rejet qui s'exerce. Et donc, si on n'est pas en capacité de lier cette nouvelle pratique à des référentiels d'action, à des normes sociales, à des représentations qui sont celles des différents groupes, et donc de promouvoir, on va dire, une diversité d'entrée dans la nouvelle pratique, typiquement je consomme bio, alors on n'est pas du tout en capacité de la massifier. Puisque cette pratique-là restera l'apanage d'une minorité qui sera en capacité de motiver, d'une manière ou d'une autre, de justifier son adoption de la pratique. Et ça, on le voit donc pour continuer le parallèle avec le bio, parce que je pense que c'est particulièrement illustratif. On voit très clairement cet effet-là, puisque la bio qui s'est constituée comme un marché de niche sur le plan économique, avec à la fois une image de produits haut de gamme, des prix plus élevés que le conventionnel, mais aussi une association avec des classes sociales diplômées, aisées et urbaines. Typiquement, on est dans tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ça a été le fait à la fois des acteurs privés, qui ont construit cette niche de marché, mais ça a été aussi la responsabilité de l'État, puisque l'État n'a pas réussi à massifier cette pratique-là en rendant le bio soit plus accessible, soit en jouant sur différentes représentations qui pourraient être associées au bio, donc pas uniquement l'environnement, mais aussi la santé, aussi potentiellement le fait que ce soit particulièrement des PME qui produisent le bio, et donc il y a une question de proximité, une question d'origine France, il y a plein de logiques, de rationalités qui peuvent être liées à la bio, mais le fait de l'avoir construit comme un comportement in fine élitiste, évidemment, gêne sa massification. Et lorsqu'il y a un retournement pardon, du marché, lorsque l'inflation frappe, comme ça a été le cas depuis 2021, évidemment, le marché bio ne tient pas. Et donc là, on est sur une baisse très forte de ce marché qui est en réalité indispensable pour faire la transition écologique. Euh, et puis, genre, pour avancer un peu plus sur la méthode de changement, et pour, je pense, un peu synthétiser ces différents éléments que j'ai présentés, ce qu'on propose, c'est effectivement donc ce changement de braquet, ce changement d'approche, passer d'une approche centrée sur l'individu à une approche centrée sur les groupes, et d'une approche centrée sur les motivations à une approche centrée sur les conditions de possibilité. Et ça, on le met en œuvre via cette approche en 4 étapes que nous, on a développé dans un scénario de prospective pour l'alimentation, mais qui pourrait être fait sur d'autres types de pratiques. Et l'idée est donc la suivante. La première chose, c'est effectivement d'avoir une compréhension très fine, un diagnostic social très fin. Et donc de comprendre euh, par rapport à une pratique donnée, c'est-à-dire la rénovation thermique, la consommation de viande ou autre, quels sont les différents groupes sociaux qui sont en face de moi, et ils sont différents. Par exemple, dans notre travail de prospective, on avait 12 groupes sociaux différents qu'on a construits de manière à ce qu'ils soient homogènes en leur sein, à la fois en termes de variables sociodémographiques et de pratiques alimentaires. Et donc, on avait ces 12 groupes-là, et on a pu renseigner, grâce à la littérature existante, euh, qu'est-ce que chacun de ces groupes a comme rapport à la consommation de viande, a comme rapport à l'alimentation, a comme rapport à l'écologie, a comme rapport à la santé, quelles sont les motivations qui sont intrinsèques à chacun de ces groupes, qui leur sont endogènes. Ensuite, quelles sont aussi les contraintes de ces différents groupes. Contraintes entre deux sens plus larges, hein, pas uniquement financiers, mais également, par exemple, si on a des enfants, les pratiques sont plus inertielles. Si on a un niveau de diplôme plus faible, on a aussi des pratiques plus inertielles. Si on a un entourage qui est plus réduit, c'est la même chose, parce qu'on est exposé à une diversité moindre de pratiques. Donc il y a tous ces éléments-là qui peuvent constituer des contraintes. Et ensuite, regarder les aspirations. Donc il y a vraiment un diagnostic en 3 étapes à faire, à la fois les représentations actuelles et les consommations, les aspirations et les contraintes. Ensuite, basé sur cette compréhension plus fine de la réalité sociale actuelle en relation à une pratique précise, on regarde ce qui pourrait permettre de faire évoluer cette pratique. Et donc là, c'est l'approche par la modification de l'environnement de choix, qui est ici illustrée à travers l'exemple de l'alimentation, où pour ce cas précis, on avait 4 dimensions de l'environnement de choix: l'environnement physique, l'environnement socioculturel, l'environnement économique et l'environnement cognitif. L'intérêt de développer ça, c'est de se dire, en fait, on est aujourd'hui
dans les politiques publiques, principalement en train de jouer sur l'environnement cognitif, donc sur l'information, sur l'éducation du consommateur, sur les compétences dont il dispose, et on joue moins, beaucoup moins, sur les trois autres dimensions. Or, pour générer des reconfigurations dans les pratiques, on a besoin d'un environnement qui est favorable à cela, qui rend ces pratiques aisées. Et donc, on a besoin de jouer concomitamment sur les quatre dimensions, ce qui veut dire un environnement de prix qui est favorable au changement de pratique qu'on souhaite, c'est-à-dire typiquement si on veut une baisse de la consommation de viande, il faut viser la parité prix des alternatives végétales et des produits animaux. Il faut viser des normes plus favorables à la consommation de végétales, ce qui veut dire aussi travailler sur les récits, travailler sur les discours, travailler sur les narratifs qui sont promus par différents leaders d'opinion. Donc ça peut être à la fois la médecin de famille, ça peut être l'influenceur, ça peut être le sportif. Donc on a besoin de jouer avec ces différents émetteurs de récits. Et puis, bien sûr, l'environnement physique. Là, c'est une question de changer l'offre, changer ce à quoi les personnes sont exposées dans les restaurants, dans les supermarchés. Et donc là, il faut travailler avec les acteurs privés, réguler leur activité, ou que ce soit par la réglementation ou par des accords volontaires. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, l'aspect cognitif qui rentre en compte, mais c'est seulement un quart du travail. Et ensuite, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est on va dire, se mettre en interaction ces environnements-là, ces changements dans les environnements alimentaires, et puis les 12 groupes qu'on avait construits. Et regarder comment chacun des groupes, par rapport à ses aspirations, contraintes, représentations actuelles, va interagir avec les changements qui sont simulés dans le cadre de la prospective, et comprendre ensuite comment chaque groupe peut avoir une trajectoire qui lui est propre. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi je veux aussi insister, c'est-à-dire que tout le monde est au courant que la société est diverse. Par contre, tout le monde oublie un peu ce constat-là lorsqu'on réalise des politiques publiques. Enfin, je grossis le trait évidemment, mais on a tendance à considérer qu'ensuite on a un individu moyen auquel on peut s'adresser, en fait, qui serait suffisant pour prendre en compte la diversité sociale. Alors qu'on a besoin d'un travail beaucoup plus fin pour rentrer dans le détail et être en capacité de saisir ce qui va permettre à, par exemple, une personne qui est, pour citer un des groupes, qui est dans un groupe plutôt urbain et aisé, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va changer son comportement alimentaire par rapport à un groupe qui sera plutôt composé de seniors vivant en ruralité? Quelles sont les logiques derrière qui permettront de changer son comportement? Et ces logiques-là sont différentes. Et je vais bien ça. Et ça, c'est la dernière slide. C'était pour vous laisser avec une sorte de synthèse un peu sur cette approche-là. Donc, qu'on a appliqué à l'alimentation, mais qui va ensuite être développée sur d'autres champs d'activité, notamment la mobilité, qui est notre prochain sujet de travail. Pour moi, les points d'appui qui sortent de cette approche-là sont les suivants. Le premier, c'est qu'on a vraiment besoin d'un diagnostic à chaque fois très précis de la réalité sociale pour comprendre quels sont les groupes auxquels on peut s'adresser et comment s'adresser à ces groupes. Deuxième point, c'est partir du quotidien, c'est-à-dire partir de la manière dont les pratiques interagissent entre elles. Et à nouveau, ça je ne l'ai pas trop exemplifié, mais via les pratiques, lorsqu'on regarde les pratiques alimentaires, elles ont effectivement un lien avec les pratiques de travail et donc de mobilité. Elles ont un lien avec les pratiques extrascolaires, avec les loisirs des enfants. Et donc ça veut dire que le lieu où on fait ses courses, le temps qu'on a pour cuisiner, qui cuisine, tout ça est bien sûr lié dans un quotidien à d'autres activités qu'il faut prendre en compte dans la politique publique. Il y a une partie de contextualisation aussi, donc regardez à chaque fois où se fait la pratique. Est-ce qu'elle est à domicile? Est-ce qu'elle est en dehors du domicile? Est-ce qu'elle se fait avec des amis ou pas? Donc ça a un effet bien sûr pour les questions de chauffage, mais aussi de consommation de viande. Alors, si on regarde si elles sont, je vais t'arrêter, si elles sont liées à des comportements de sociabilité ou non, bien sûr le comportement sera différent. Et puis enfin, pour générer ce changement de pratique, premier enjeu, rendre facile et automatique ces pratiques, ne pas jouer sur la motivation, mais vraiment jouer sur les conditions de possibilité. Le faire via des paquets de mesures, et non pas des mesures uniques, évidemment, et prévoir des trajectoires de changement qui sont différentes pour chacun des groupes. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Hop, je vais arrêter le partage, qui était très riche. Vous pouvez imaginer que quand on a préparé cette conversation, on a eu du mal à s'arrêter, tellement il y a des choses à dire sur ces sujets, parce que c'est des approches qu'on a encore effectivement assez peu vues du côté du logement. Ce qui est intéressant, c'est que inversement, je pense qu'on peut se féliciter dans ces temps où l'ANA se fait quand même un peu maltraiter avec ma prime rénov, sur le fait que
dans l'univers du logement, on ne travaille pas que sur le cognitif. Il y a quand même un énorme travail qui est fait autour de la question des prix, avec donc les aides diverses et variées et qui ne concernent pas que la question de sobriété, aussi des questions d'adaptation, des questions de sortie de l'indignité. Et tout un travail de conseil aux ménages, donc d'accompagnement des pratiques et de vraies réflexions là-dessus sur voilà, comment est-ce qu'un conseiller France Rénov peut être vu comme un tiers de confiance, peut voilà, aider les ménages euh, à intégrer des questions de rénovation dans leurs pratiques. Par contre, ce qu'on a assez peu fait, c'est cette question de groupes sociaux. D'autant que, par contre, nous, ce qu'on sait côté logement, c'est que quand on pense besoin en logement, on n'a pas que des groupes sociaux, on a aussi des groupes de logement. Et donc, ce qui rajoute, je pense, une complexité supplémentaire, c'est-à-dire que un bâti typique moyenâgeux n'est pas tout à fait, n'a pas du tout même le même comportement que une tour intégralement vitrée des années 80, qui n'a pas non plus le même comportement qu'un bâti en pisé et qui n'a pas le même comportement qu'une structure bois. Donc avec là aussi des vrais, enfin en fait on a aussi une matérialité du logement qui, là, on s'en rend compte, qui pose de vraies questions. Ça fait partie des gros sujets sur lesquels travaille l'ANA actuellement, en fait, de se rendre compte qu'il y a une matérialité du logement qui fait que le sujet de la transition n'est pas le même. Et par ailleurs, l'autre sujet sur lequel on n'a pas du tout travaillé, c'est ce de Denis. C'est-à-dire le fait de se dire que la consommation n'est pas que liée à la performance du bâti, mais qu'elle est aussi liée aux pratiques. Et là, sur ces sujets-là, il existe des petites politiques publiques plutôt à destination des classes populaires sur les questions de pratiques de consommation, mais qui sont déjà, qui se développent dans les quartiers populaires, alors qu'il y a assez peu de justification, parce que c'est pas forcément... Non, mais c'est vrai, Oui. ce ne sont pas les ménages qui... Oui, oui, d'accord. Mais ce ne sont pas les ménages qui consomment le plus, loin s'en faut. Et effectivement, donc là, il y a encore beaucoup de choses à penser et probablement beaucoup de champs de recherche. Toi, Denis, comment est-ce que tu lis un peu cette présentation de Charlie? Qu'est-ce que ça te... D'abord, je la trouve extrêmement intéressante dans la prise en compte de la complexité, de ce qui pèse ou ce qui génère nos comportements. Ça nous met très à distance du risque de considérer un individu souverain. Qui plus est, quand on parle logement, euh, on est OK souverain chez soi, mais pris évidemment enchâssé dans des contraintes, des normes qui sont pas seulement réglementaires, mais qui sont aussi des normes sociales. Juste un petit écho là-dessus. Là, on a une recherche en cours en partenariat avec le PUCA sur les pratiques dans le jardin, dans le périurbain. On a 2 terrains de recherche, un en Alsace, un en Occitanie. Les normes sociales, à gros traits, hein, en Alsace, c'est des jardins très ouverts sur l'extérieur et on vit sous le regard des autres. Le poids du regard social sur comment je compose mon jardin, comment je l'entretiens est très important. Dans le secteur en Occitanie, on est plutôt bien fermé vis-à-vis du voisin. On ne veut pas qu'on voit chez nous et on y fait bien ce qu'on veut. Si on veut jouer sur les pratiques dans le jardin pour les faire aller vers des choses plus vertueuses sur le plan environnemental, on ne va pas poser aux Alsaciens comme au Montpellier. Hein. C'était dans la périphérie de Montpellier. Et dans toute cette présentation, alors j'avais un autre écho, je continue l'autopromo de Laurent Merlin-Source. On va publier tout prochainement là, une recherche sur les artisans qui interviennent en rénovation en maison individuelle. Donc c'est un partenariat avec l'ADEME et l'ANA, plutôt en milieu, on n'est pas dans les grandes villes, on est plutôt en périurbain ou rural, avec 2 sociologues qui ont vraiment passé des journées embarquées sur les chantiers, au bureau, dans la camionnette. On était parti sur l'action de la coordination entre les artisans, puis ça a pris un tour beaucoup plus vaste. Alors, le triptyque représentation, aspiration, contrainte, ces professionnels-là
qui ont un rôle très très important sur la qualité et les vertus potentiellement environnementales des rénovations. Eux aussi sont évidemment pris par ces motivations-là. Et j'ai juste envie de vous donner une conclusion de cette recherche, parce qu'elle fait écho à si on vise que l'individu, on passe à côté d'une grande part de sa réalité. Une grande conclusion, c'est quand on donne des aides publiques, MaPrimeRénov', donc pour obtenir des rénovations d'ampleur, il y a une focale exclusivement ciblée sur le ménage qui reçoit l'aide. Et il y a une logique d'aide publique à ça. Et ce que la recherche met en valeur, il y a un schéma très simple qui montre ça. L'artisan X, en l'occurrence dans le schéma, c'est l'électricien qui intervient sur cette rénovation d'ampleur. Premier des zooms, c'est l'activité de son entreprise. Là, on n'a pris que des toutes petites structures de moins de 10 personnes. Dans l'activité de son entreprise, cet électricien-là, il a 8 chantiers, dont cette rénovation d'ampleur. Donc, la qualité du travail qu'il fait là, il est aussi dépendant de tout ce qui se passe sur les autres chantiers. Puis, il y a un second niveau de dézoom, c'est le territoire, le micro-territoire. Tous les interlocuteurs, les autres artisans, les fournisseurs, tous les autres acteurs du territoire, l'électricien, il est pris aussi dans cet autre niveau. Et notre petit focal de la rénovation d'ampleur, elle est enchâssée dans des niveaux de contraintes qu'il faudrait pouvoir regarder pour comprendre ce qui se joue à l'échelle micro, pour ajouter une petite échelle de complexité. Je donne qu'un exemple parce que je l'ai trouvé délicieux dans cette histoire-là. Les artisans d'un même territoire, d'un même métier, sur les demandes de devis, je vous passe les détails de comment il faut manipuler les devis pour que ça rentre dans les cases de MaPrimeRénov'. Manipuler, c'est pas péjoratif, hein, juste les faire rentrer dans les cases. Et le temps qu'un artisan doit passer à fabriquer du devis, bah les gars, ils s'appellent entre eux sur un territoire, ils se connaissent. Alors, les bons, entre guillemets, ils se connaissent, ils s'appellent. Et ils se mettent d'accord, c'est toi qui vas sur ce chantier-là, moi j'irai sur l'autre, on va pas faire 3 devis. Et donc on est dans une logique où le particulier a besoin de ces 3 devis. La logique professionnelle du territoire, elle fonctionne pas comme ça. Voilà, en t'écoutant, pour moi, ça faisait vraiment écho à cet autre niveau qui implique des professionnels, pas que l'individu consommateur, euh, sur des rationalités et des logiques enchâssées les unes dans les autres, dans cette réalité-là. Voilà, quelques éléments comme ça, quoi. Mais j'allais justement te demander, voilà, toi, comment est-ce que tu lis un peu le logement, voilà, de ton regard de l'alimentation, qu'est-ce qui te Ouais. pose question Peut-être déjà on répond à ce que tu viens de dire. Enfin, il y a peut-être 2 points. C'est le premier, le point de service énergétique dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, ça fait écho à ce que tu viens de dire là sur la manière dont potentiellement ce sont les environnements professionnels qui sont à changer d'abord plutôt que chercher à influencer les pratiques individuelles. Et là, je pense qu'il y a des choses qui résonnent très bien avec le cas de l'alimentation, puisque typiquement sur l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est de finalement ne pas chercher à viser précisément un changement de comportement des individus, mais chercher à faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cet environnement-là soient en capacité de prendre des décisions dans leur quotidien professionnel. Par exemple, ça va être le chef de rayon d'un supermarché, ça va être la chef cuistot d'un restaurant, etc., qui vont dans le sens de l'ouverture de l'éventail des choix vers des choix qui soient plus vertueux. Donc là, je pense qu'il y a un autre... enfin, ça me fait venir une autre sortie un peu de cette approche-là, c'est qu'en réalité, une des cibles prioritaires pour l'action publique, elle n'est pas vraiment les ménages. Elle est plutôt l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des ménages et qui leur permettent de réaliser leurs décisions. Et qu'en fait, lorsqu'on parle de transition écologique dans différents secteurs de la vie quotidienne, et ça fait écho à mon point sur la facilitation. Il faut vraiment chercher à rendre l'ensemble de ces pratiques-là les plus accessibles et les plus faciles. Mais ça veut aussi dire donc faire en sorte que les professionnels soient en capacité de répondre et de fournir ce service en quelque sorte de la manière la plus simple possible. Et qu'en fait, là, on est sur quelque chose de très radical en quelque sorte, enfin, qui vient prendre le problème à la racine, au sens où on intervient dans des environnements qui ont leur propre logique, qui s'est façonnée au cours de dizaines d'années, c'est-à-dire des logiques professionnelles, des logiques de rentabilité, des logiques de statut, enfin il y a plein de logiques, et en fait c'est là-dessus qu'il faut agir plutôt que sur les comportements directement.
puisque c'est uniquement si ces logiques, en quelque sorte, viennent renforcer l'adhésion à la pratique vertueuse qu'on vise, qu'ensuite les comportements vont changer. C'est pas l'inverse, c'est-à-dire que le comportement, il vient pas ensuite, enfin, en réalité, les deux interagissent, mais c'est-à-dire que il faut vraiment travailler à ce que ces pratiques-là elles soient rendues plus normales pour qu'ensuite, finalement, les représentations qui leur sont associées évoluent aussi. Typiquement, pour prendre un exemple et pas rester trop théorique, si on est exposé, il y a une théorie sociologique autour de la normalisation. Si on est exposé à un certain comportement dans différents contextes sociaux, matériels, typiquement la cantine, le restaurant, le dîner chez des amis, et qu'on est exposé à la même pratique qui est un repas végétarien, eh bien, en fait, c'est lors de la répétition de cette exposition dans des contextes différents qu'on va pouvoir ensuite associer des représentations positives à cette même pratique et qu'on va ensuite pouvoir la considérer comme quelque chose qui est davantage à soi et qu'on va pouvoir ensuite s'approprier et mettre en application. Et donc, on a vraiment besoin que ces différents espaces-là, qui donc suivent leur logique propre, puissent permettre de faciliter l'adoption de cette pratique. C'est peut-être le premier point de rebond. Et le deuxième, c'est sur la notion de convention sociale, de norme sociale, donc, qui est aussi très pertinente dans le cas du logement, notamment autour de la convention thermique, sur la chaleur, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est confortable. Euh, et là, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'une même température, un 17 degrés, selon si on est dans le salon avec des amis ou dans la chambre pour dormir, c'est considéré d'un côté comme trop froid et puis de l'autre côté comme confortable. Là où moi je me pose une question, et peut-être que enfin, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, c'est comment on peut réussir à interroger ces normes de confort d'une manière qui soit plus structurelle que par de l'accompagnement individuel. En fait, ma question, elle est, si on veut massifier, on va dire, une nouvelle convention sociale autour du confort thermique, est-ce qu'on peut le faire autrement que par de l'accompagnement individuel qui génère du coup enfin, une demande de ressources qui est énorme? Enfin, là, j'imagine que dans vos travaux, vous accompagnez 15 familles. Il y a effectivement, comme tu le disais, toute une équipe autour, de sociologues, de designers, une équipe d'accompagnement, un programme d'entraînement. Ça me paraît très difficile à mettre à l'échelle. Et donc, ma question, c'est comment on peut réussir à changer cette convention-là en ne passant pas uniquement par de l'accompagnement individuel, mais aussi par d'autres choses plus structurelles euh, sur lesquelles je me suis dit, tu as des points de retour. Oui, ça va être des bribes de réponses, mais donc ça me renvoie à la recherche confort sobre dont j'ai parlé longuement. Et un élément que j'ai pas donné, parce qu'on n'est pas là pour tout étaler, dans le programme confort sobre, la dernière étape, je me mets un peu plus en image, la dernière étape proposée par l'équipe de recherche, c'est inviter des gens et faites une soirée confort sobre. Alors donc, dans l'échantillon, ils ont quand même eu, ça leur a fait un peu des nœuds à la tête sur comment on organise, on fait venir qui, on prévient pas, et globalement, pour le dire de manière très triviale, ils ont un peu galéré. Ça, c'est pour l'élite qui avance et les autres vont suivre. Bah, ils ont un peu galéré. Organiser une soirée à 16 ou 17 degrés, mais certains ont acheté des charentaises pour tous les invités. C'est pas tout à fait simple. Alors, sur le massifié, qui est quand même toujours la question mystère, j'ai pas la réponse magique, évidemment. Euh, il y a deux éléments sur toutes les choses qu'on vient de dire. Pascal Lenormand, qui vraiment porte cette méthode d'accompagnement sans se rendre chez les gens, et il l'a fait aussi sur des lieux professionnels, dit, c'est vraiment des choses qu'on a partagées à la fin. Je peux faire la même chose sur plusieurs centaines de personnes et je pense que ça peut marcher. J'ai tendance à le croire vu ce que j'ai observé. Euh, mais il y a quand même un nœud là-dedans, c'est que ça repose sur une personnalité. Bon, d'autres gens se forment à sa méthode et ça peut diffuser, mais je trouve cet argument intéressant. Il n'est pas dérisoire en termes de volume. Si ce type de méthode se propageait, en tout cas, on voit bien que cette recherche, il y a beaucoup d'appétit à la lire, en tout cas dans notre univers professionnel. L'autre élément qui est c'est vraiment sur les représentations, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Il y a à la fois un jeu sur jouer. Enfin, je crois qu'ils ne le disent pas comme ça, mais expérimenter, tester des choses. Quand je disais que c'était pas spectaculaire, dans la méthode, dans les séances visio avec l'échantillon, chaque fois que les questions étaient posées à l'expert, sa posture était plutôt de l'ordre de
Bah vas-y, teste et puis tu me diras. Et puis il amène pas sa science avant, il emmène les gens vers une manière de faire. Il y a vraiment, c'est c'est pas vraiment des ressorts ludiques, hein. C'est pas du gaming, mais il y a vraiment le jeu sur l'expérimentation. Il y a quelque chose de très très fort sur le plaisir. Donc là, on est vraiment sur le registre du sensible et de l'émotionnel. Euh, toute la démarche depuis l'appel à candidature jusque dans tout le déroulé, euh, c'est juste chercher à se faire du bien et à se faire plaisir. Je ne sais pas ce qu'on fait avec cette notion d'un point de vue sociologique, mais dans une expérimentation de ce type, le jeu sur la représentation, j'ai utilisé le terme de volupté tout à l'heure, euh, tout est construit autour c'est un contre-pied à la représentation dominante de la sobriété et qui, modestement, hein, ma réponse elle est modeste aussi sur la question, a fonctionné sur ce groupe-là, Mm. qui est assez divers sur le plan social. Alors, on n'est pas du tout dans nos travaux et dans celui en particulier, on n'est pas sur les enjeux de pauvreté et de précarité, on ne parle pas de gens qui sont bien obligés d'avoir des comportements sobres. On est sur les classes moyennes, vraiment dans un échantillon assez divers. Euh, voilà, c'est des bouts de réponse. Peut-être un dernier rebond, si je peux me permettre, c'est que moi, des difficultés que j'ai, c'est que cette approche-là, du coup, elle suppose une forte intentionnalité des ménages et Oui. donc une motivation à Mm. changer. Et ensuite, ils sont en capacité d'être accompagnés et donc de faciliter les changements auxquels ils aspirent. Mais j'ai l'impression qu'on a aussi besoin de jouer avec l'ensemble des ménages qui n'ont pas d'intention à faire ces changements qui sont souhaités pour des motifs collectifs, type baisser les émissions, etc. Et donc, pour jouer avec des ménages qui n'ont pas une forte intentionnalité au changement, je pense qu'on a besoin du coup justement de jouer sur d'autres espaces. Et donc, je réfléchissais en même temps que tu parlais sur d'autres manières d'interagir avec cette norme de confort. Et il me venait l'exemple, alors c'est un travail que j'ai lu il y a quelques années, donc je me souviens plus de l'autrice ou de l'auteur, mais qui était très intéressant sur les normes professionnelles au Japon et le rapport au confort dans l'espace de travail. Il se trouve que les normes professionnelles pour les hommes font qu'on est obligé d'être en costard cravate avec une chemise et une veste. On a croisé ça aussi. Oui. Or, du coup, dans enfin, les entreprises qui n'étaient pas climatisées, il y avait donc une forme, enfin, les hommes, enfin, il y avait beaucoup trop chaud, alors que les femmes, pour le coup, pouvaient jouer un peu plus avec d'autres formes vestimentaires et donc jouer un peu, enfin voilà, enfin, subir la chaleur. Et du coup, ça a été une demande très forte des hommes dans l'entreprise que d'avoir accès à la climatisation. Et en fait, on peut se poser la question, si la norme professionnelle avait été allégée, c'est-à-dire en termes de code vestimentaire pour les hommes, alors il n'y aurait pas eu forcément cette demande-là de la part de ce groupe-là d'avoir une climatisation. Et donc, il y aurait pu avoir d'autres types de confort thermique en été qui étaient envisagés, potentiellement des ventilateurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça aurait pu être autre chose que la climatisation. Et là, on voit vraiment l'interaction entre une norme professionnelle, c'est-à-dire comment paraître professionnel et compétent dans un milieu professionnel, eh bien, il faut être habillé d'une telle manière, et là, la norme de confort. Et donc, j'imagine qu'il faut aussi parfois identifier ces autres types de normes dans lesquelles, enfin, qui interagissent avec la pratique visée, et donc faire en sorte, typiquement, dans ce cas-là, bah, d'alléger le code vestimentaire. Dans d'autres cas, ça peut être de jouer avec d'autres types de logiques pour être en capacité de générer enfin, une sorte de, oui, une conception du confort thermique, dans ce cas-là, qui serait associée à un 23 degrés en été, c'est OK, mais parce que je peux venir en short. Et donc, je me dis, pour jouer avec ça, avec ces comportements-là qui ne sont pas intentionnels, eh bien, il y a cette logique d'exposition dont j'ai parlé qui est super importante. Et donc, typiquement, là, les lieux publics, donc, enfin, les bâtiments publics, les hôpitaux, je sais pas, les cantines, etc., et les lieux professionnels sont des espaces hyper intéressants pour expérimenter avec le confort thermique. Et potentiellement, si on se pose la question, par exemple, de comment massifier, on pourrait se dire peut-être que les entreprises devraient être les premières visées, qu'on devrait faire en sorte que la température soit de telle nature, mais que je sais pas, des plaids soient mis à disposition, que des charentaises soient mises à disposition dans les entreprises, pour être en mesure ensuite de faire en sorte que les ménages, enfin que les individus qui travaillent dans ces entreprises-là s'approprient cette norme de confort qu'ils ont expérimentée tous les jours pendant 8 heures, 340 jours par an,
qui sont en mesure ensuite de la répliquer dans leur espace personnel. Et sans doute qu'on a besoin du coup de ces interactions aussi entre les espaces pour être en capacité de générer une massification des comportements. Oui, quelque part, en fait, ce que tu dis, c'est que donc nous, notre entrée, là, ça va être la question du besoin en logement et voilà, de son rapport sensible et de qu'est-ce que c'est. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est que, attention, les gens sont dans leur boîte logement, mais ils sont aussi dans leur boîte bureau. Ouais. Et d'ailleurs, on voit là-dessus, au ministère, très concrètement, la température a été abaissée. Il y a eu des achats de polaires pour les Ouais. agents. Donc, il y a un premier travail, effectivement. Là, pour le coup, il y a une certaine tentative de co-temporalité de l'action publique. On a vu certains ministres avec des pulls, etc. Donc, on peut dire qu'il y a des petits prémices de travail collectif sur cette norme de confort. Ce qui est important aussi peut-être pour bien recaler avec la question du besoin en logement, c'est ce que tu disais, Denis, sur le fait que par contre, euh, le fait d'avoir des pratiques plus basses en chauffage, euh, et de mémoire, tes recherches, elles disent aussi deux choses. Elles disent que ce n'est pas incompatible avec les questions de rénovation, bien au contraire, en fait, la question de la rénovation vient en plus, ou inversement, le confort vient en plus, première chose. Et deuxième chose, ce que tu disais tout à l'heure sur le pavillonnaire, que ça permet aussi d'aller interroger des groupes sociaux qui sont plutôt dans une pratique d'avoir plus d'espace, plus de pièces, de consommer plus, de bétonner les jardins. Donc que ça, là, cette entrée par les groupes sociaux a aussi cet intérêt-là de dire, on sait actuellement qu'on a des ménages qui se fragmentent, donc on a de plus en plus de besoins de logement par nombre d'habitants en France. On a plutôt une tendance à avoir plus de surface, ce qui a des bénéfices en termes de santé mentale, en termes de voilà. Donc c'est pas forcément autant voilà du point de vue politique du logement, écologie, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça peut être une bonne nouvelle sur d'autres entrées. Et donc de bien voilà, si on veut penser les besoins en logement à l'heure de la transition écologique, il faut qu'on pense en écosystème quelque part. Il faut bien qu'on pense à ces différentes interactions parce que on ne pourra pas penser euh, comment répondre à des besoins en logement de façon satisfaisante de manière écologique si on ne pense pas au fait que les ménages, bah, quand ils achètent un pavillon, ils vont utiliser plus de pièces qu'avant, ils vont être moins nombreux dans les logements, etc. Mhm. On a été assez bavard. Il y a quand même quelques questions dans le chat que je vois passer depuis quelque temps. Donc une question d'Anne-Cécile Cramet sur la question voilà, sur la même logique, comment est-ce qu'on peut convaincre un couple de diviser par deux sa maison pour réduire les besoins en construction neuve, qui est effectivement un des gros sujets là qui est plutôt dans l'axe 3 sur la réponse aux besoins, mais qui est effectivement quelque chose qui agite beaucoup le monde du logement aujourd'hui, le monde des professionnels. Avec le ZAN, c'est en fait la question de est-ce qu'on peut créer du logement, enfin, est-ce qu'on peut créer du logement sans créer de construction? Et je pense que là, c'est pareil. On est rentré par la moulinette Leroy Merlin, donc plutôt par la moulinette confort, mais on pourrait refaire on pourrait refaire tout cet exercice de groupes sociaux en réfléchissant, alors pour les ménages qui sont, là pour le coup, propriétaires de pavillons ou éventuellement pour les copropriétés, de se reposer la question de, effectivement, quel est le paysage aujourd'hui, quelle est la norme aujourd'hui, quels sont les acteurs qui sont capables de jouer ou pas en faveur de la division pavillonnaire et quels sont les signaux qu'on envoie pour que cette division soit possible, soit désirable. Et donc, on va retrouver ce que tu disais sur les artisans, la question des artisans, la question des professionnels, euh, et la question voilà, des messages qui sont donnés, éventuellement, là, pour le coup, les élus locaux aussi, sur la question de la construction, peuvent être mobilisés. Effectivement, je pense que on pourrait faire le même, enfin,
on voit bien comment cet exercice hybride prospective, il pourrait se décliner sur beaucoup de sujets qui sont très importants pour penser les besoins en logement à l'ère de la transition. Sur ce sujet, on peut aussi faire la promo des autres. Je crois que j'ai vu Antoine Pochon dans les petites cases, il y a un travail que vient de publier Idéal. C'est quand même très impressionnant, c'est-à-dire qu'on a un discours volontariste et qui va venir heurter des représentations. On n'a pas envie de diviser son terrain, on n'a pas envie de partager sa maison. On le fait quand on a des bonnes raisons qui peuvent être économiques, familiales. Et donc l'étude d'accueil idéal vient de sortir, c'est que la production neuve à bas bruit, invisible, par la division de terrain dans l'habitat individuel, produit une part majoritaire de l'habitat neuf aujourd'hui. C'est quand même très très impressionnant. Euh, dans- Sur un autre registre que ce qu'on fait nous, cette manière d'aller voir un peu sous les radars des choses qui se passent et pour le coup de leur donner une représentation chiffrée. Euh, voilà, enfin, Oui, il y a oui. un élément de réponse intéressant là, quoi. Non, non, tout à fait. Et il y avait aussi des questions, effectivement, qui rejoignent un peu ce qu'on avait évoqué sur la question des renoncements et des personnes qui ne sont pas en situation de choix. Là-dessus, est-ce que toi, tu peux dire un mot sur, j'imagine que vous avez des groupes sociaux assez précaires, et qu'est-ce que vous avez comme trajectoire sur l'alimentation? Peut-être un point en rebond à ce qui a dit juste avant. C'est que je me posais la question en fait par rapport à la question de la personne comment convaincre un couple de diviser sa surface par deux. En fait, sans doute que la question elle est peut-être pas celle-là plutôt que comment faire en sorte qu'un logement qui fait une surface plus petite devienne plus attrayant que leur logement actuel. Et du coup, ça pose à la fois la question de qu'est-ce qui génère cette attractivité du logement numéro 2 et aussi qu'est-ce qui fait que ce couple-là serait en capacité de changer de logement. C'est-à-dire, est-ce que le changement, il est facile? Est-ce que déménager, c'est cher? Est-ce que les papiers administratifs sont difficiles? Enfin, en fait, toute cette question-là, comment on facilite, par exemple, des changements de logement au cours d'un parcours résidentiel sur toute une vie? Parce qu'en fait, on peut se poser la question de manière un peu analogue au parcours professionnel, qui n'ont aujourd'hui rien à voir par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Ils sont beaucoup plus, c'est-à-dire que les personnes changent d'emploi beaucoup plus fréquemment, vont pouvoir aussi changer de territoire beaucoup plus fréquemment. Quid des parcours résidentiels? C'est-à-dire que est-ce que la maison individuelle dans laquelle on investit et dans laquelle ensuite on va vivre toute sa vie, d'abord avec 2 enfants, puis ensuite plus simplement avec le couple lorsque les enfants partent de la maison, est-ce que ça, c'est encore un parcours résidentiel qui est dominant ou pas? Je ne sais pas, je connais pas le sujet. Et donc, du coup, On a quand même des ménages qui sont plus petits, qui sont plus fragmentés, c'est aussi tout le sujet de la maison individuelle, c'est qu'en fait, on construit encore aujourd'hui beaucoup pour des familles. ouais. Le modèle du couple à 2 enfants, c'est le modèle un peu dominant dans la construction. Or, ce n'est plus le ménage majoritaire aujourd'hui. Donc, d'où aussi toute la question de l'habitation, du pavillonnaire, des petites maisons. C'est parce que, en fait, ces maisons, elles ont été construites pour des ménages qui étaient majoritaires à une époque et qui sont devenus minoritaires. Ouais. Et donc, en fait, avec une vraie question de est-ce qu'on garde des maisons aussi grandes pour des ménages plus petits, mais dans ces cas-là, il faut construire plus d'unités, ou est-ce qu'on reconfigure les maisons elles-mêmes? Donc, effectivement, d'où le fait qu'on puisse quelque part déménager au sein de sa propre maison en accueillant quelqu'un d'autre. Ouais, ou en subdivisant effectivement sa maison en plusieurs ça. logements. Ouais. D'où le fait que ce sujet-là émerge très fortement, en fait. Ouais. Et là, du coup, il y a un sujet vraiment d'attractivité de ce type de pratique, c'est-à-dire est-ce que vivre en communauté ou avec une personne qui vivrait de manière mitoyenne à soi, dans sa propre maison, partager son jardin, réaliser des travaux pour le faire, est-ce que tout ça est facilité en fait? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça pose des problèmes de voisinage? Enfin, et je pense que du coup, il y a tout un travail à réaliser. Nadia Kesterman soulignait aussi la question des nuisances sonores. Est-ce qu'on se crée des nuisances? Enfin, on passe quand même d'une maison où on entend peu les voisins à... Ouais. Ce qui peut être une crainte par ailleurs non justifiée aussi, si l'isolation phonique est réalisée correctement, potentiellement ça peut être quelque chose qui est atténué. Mais donc typiquement il y a un enjeu à la fois ici de représentation et puis un enjeu bien matériel de faire en sorte qu'effectivement s'il y a des subdivisions qui ont lieu, que ça se fasse dans le respect du confort phonique des différentes personnes. Donc là, du coup, je trouvais il y a plein de trucs super intéressants que j'avais pas en tête avant.
Et pour répondre à ta question donc, sur les trajectoires des différents groupes, et notamment ceux qui sont plutôt en bas de l'échelle socio-économique, pour l'alimentation, effectivement, on a au moins 3 groupes qui sont plutôt composés de personnes à revenus faibles, euh, dont notamment un groupe plutôt urbain, un groupe plutôt rural et un groupe plutôt composé de seniors. Et en fait, pour chacun de ces groupes-là, effectivement, à la fois les logiques, c'est-à-dire les motivations à consommer moins de viande, mais aussi les leviers qui sont utilisés par ces groupes par rapport aux autres sont différents. Typiquement, pour les seniors modestes, ce qu'on a pu identifier dans la littérature, c'est qu'il y avait, en termes de représentation, un attachement très fort au terroir, à la proximité, aux faits maison également. Et donc, typiquement, pour ce type de groupe-là, de l'innovation produit en alimentaire, c'est très peu utile. C'est-à-dire des nouvelles alternatives végétales en magasin, ça leur parle pas. Par contre, ce qui va leur parler, c'est un changement de l'offre dans les restaurants qu'ils fréquentent. Ça va être, par exemple, on avait imaginé qu'on pouvait développer un nouveau label de restauration française qui serait composé d'une série de critères qui joueraient aussi dans le sens de l'environnement, mais qui mettrait davantage l'accent sur un discours de la tradition, d'un renouvellement gastronomique. Ça pourrait également parler à ce public-là. Il y a aussi une question de prix, liée notamment à la modestie de leurs moyens. Et donc là, typiquement, si la viande augmente et si les autres produits alternatifs baissent, il y a aussi un effet très fort. Et puis enfin, un dernier élément qui était intéressant, c'est que ce groupe-là avait une pratique de la consommation de légumineuses qui était beaucoup plus fréquente que pour d'autres groupes sociaux. Or, les légumineuses sont donc un substitut assez immédiat à la viande. Et donc, ça, pour le coup, c'était une forme d'existant, de déjà là, sur lequel on pouvait se baser, qui n'était pas présent ailleurs. Et donc, si les légumineuses étaient considérées ensuite comme de manière encore plus positive, si les temps de cuisson étaient réduits, parce que c'était des populations qui aimaient à cuisiner de moins en moins longtemps, si il y avait celles étaient vendues au marché, parce que ce sont pour le coup des populations qui aiment aller au marché, aiment le contact avec le producteur ou la productrice, alors là, on pouvait avoir aussi des leviers d'augmentation de la consommation de légumineuses et de baisse de la consommation de viande en retour. Donc là, c'est des choses qui, finalement, ne mobilisent jamais la rationalité environnementaliste, mais mobilisent des rationalités différentes, donc le terroir, la proximité, la facilité, la praticité, le lien avec les producteurs et productrices, et tout ça permet, en fait, in fine, de simuler des baisses de consommation pour ce public-là qui sont considérées effectivement comme des choses qui leur appartiennent et qui donc font que le comportement flexitarien, finalement, adoption d'un régime flexitarien, il n'est pas du tout perçu comme imposé ou exogène, mais il est vraiment approprié par ce public. Et donc, pour chacun des groupes, on avait imaginé des choses très différentes en se basant à chaque fois sur ce qu'on savait effectivement dans la littérature de leurs aspirations, motivations et de leur rapport à différents enjeux, notamment l'écologie et la consommation. Oui, enfin, moi, j'avais plein d'idées de comment on pourrait tirer ces fils-là sur des ménages précaires on sait qu'elles ont aussi des pratiques dans l'habitat, d'économie d'énergie, de sobriété, etc., qui sont souvent, enfin, il y a une vraie expertise d'usage Ouais. chez tous les groupes sociaux, mais là-dessus, il y a quand même pas mal de travaux sociologiques qui montrent que chez les groupes très précaires, enfin, comme tous les autres, il y a un vrai, et même peut-être plus, parce que le froid est prégnant, le chaud, il y a une vraie expertise de voilà comment donc il y aurait probablement des choses à réfléchir sur pareil comment est-ce que dans un même logement à la fois les politiques publiques peuvent améliorer le logement et à la fois les ménages peuvent avoir effectivement accès à de la ressource qui permet de mieux vivre dans ce logement. Et donc, je signale une remarque dans la conversation que, effectivement, sur les sujets de division pavillonnaire, on va retrouver la question aussi de la brique, enfin il y a le groupe social, il y a le groupe de logement, et donc est-ce que la maison est en meulière, est-ce qu'elle est en brique, et donc en lien avec les questions d'isolation phonique, les différents matériaux n'ont pas tous les mêmes comportements. Et donc effectivement, comment est-ce que les politiques publiques sont capables, comment est-ce que les artisans, etc., sont capables d'intégrer ces questions-là dans les transformations. Et là-dessus, je pense qu'on a encore collectivement du chemin à faire sur ces sujets-là.
Euh, je vois que Nicolas Binet a levé la main. Je vous propose, si ça vous va, qu'on ouvre un petit Oui, un bien sûr. tour de réactions et de questions. Eh bien, Nicolas, je te propose Merci. d'ouvrir le bal. Merci. C'est une réaction, peut-être une question à Charlie Brocard. On voit bien et on partage bien la nécessité d'une approche beaucoup plus fine selon les contextes, selon les groupes sociaux, selon les territoires, les habitudes culturelles, etc. Bon, je crois que là-dessus, ça ne choque personne et c'est certainement indispensable. Et je suis peut-être d'autant plus étonné par votre introduction que j'ai trouvée très brutale, notamment lorsqu'il vous dit qu'il faut casser les postulats. Le postulat notamment le postulat sur l'individu a une capacité d'agir. Je pense que depuis 50 ans, on a été un peu malmené par ce débat-là. Je pense que ce débat n'était pas très productif. Il me semble que depuis plusieurs décennies, oui, il y a des comportements, il y a des exemplarités, il y a assez bêtement des effets de mode et qui ont eu des effets intéressants de diffusion ensuite. Est-ce que la trottinette est un bon exemple? Est-ce que les rues piétonnes en ville, ce qui était totalement iconoclaste il y a 40 ans, est devenu petit à petit un élément partagé et guère discuté, même si ça pose encore quelques difficultés d'approvisionnement et de fonctionnement. Bref, afficher d'entrée que le postulat l'individu a une capacité d'agir est un mauvais postulat, j'en suis un peu surpris et je crains que ce soit même un peu contre. Productif par rapport à ce que nombre d'entre nous essayent d'impulser de longue date. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que je vous propose de prendre un tour de questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, intervenir? Idéalement, en essayant de rester. Alors, c'est vrai on a brassé beaucoup. Et sur la question vraiment des besoins en logement, Nadia et Antoine. Merci pour ces interventions très intéressantes et très instructives, je dois dire, enfin, en tout cas, qui amènent à réfléchir. Sur les changements de comportement, en fait, je dis qu'on a, bon, on a des moyens. Moi, j'ai fait de la prévention, de l'information et de l'éducation sanitaire dans une autre vie. Bon, on a des moyens d'agir qui sont différents, mais qui sont massifiés d'une autre façon. Ceci étant, ce qu'on voit en matière, donc dans mon expérience de prévention sanitaire, ce que je vois, c'est que les gens changent d'abord sur une très longue durée. Donc, ce sont des effets d'éducation générationnelle. Donc, par exemple, sur dans de la roue, l'alcool, etc. Nadia, on t'entend pratiquement pas, c'est extrêmement haché. Donc là vous m'entendez mieux là? Non, c'est pire. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, toujours est-il que je suis assez pessimiste en matière de nudge, hein, ce qu'on appelle en bon français nudge. Je suis assez pessimiste sur les actes à court terme, c'est-à-dire que ce sont les gens générationnels qui doivent être sur la table, souvent liés en fait eh bien, à la pénurie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a pénurie, les gens changent en fait. C'est sous contrainte, les gens changent. Donc, je pense que c'est un travail de grande ampleur qui se fait sur plusieurs générations, comme c'est fait sur les accidents de la route et en matière d'alcool, donc et de cigarettes. Donc voilà, je suis assez pessimiste sur le nudge seul, quoi. Voilà. Ok. Antoine?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Denis pour la référence à l'étude qui a été publiée la semaine dernière. Je me suis permis de glisser le lien dans la conversation. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. En tout cas, merci également pour l'ensemble des présentations. Moi, j'avais une interrogation, enfin une question ou une suggestion dans votre intervention, Lucas. Charlie, pardon. J'ai été j'ai été un peu surpris de pas voir apparaître le concept de rationalité limitée de Herbert Simon, qui est assez fondamental dans les sciences de conception et qui me semble trace de façon assez judicieuse la médiane entre les deux postures de rationalité qui accompagnent le changement que vous avez cité. Donc à la fois l'individu totalement impuissant ou alors le présupposé que l'individu serait parfaitement rationnel, si on le sait très très bien depuis au moins Herbert Simon, mais au moins avant, est une impasse. On peut pas considérer que les individus agissent rationnellement, à part quelques économistes un peu, on va dire, bizarres maintenant, je trouve, qui continuent de poser ce postulat. Voilà, donc c'était plus une suggestion et une question. Est-ce que ce concept, vous l'utilisez pas tout simplement parce qu'il n'est pas dans votre, enfin vous l'avez pas lu et auquel cas c'est pas très très grave non plus, ou est-ce qu'il y a une bonne raison pour laquelle c'est pas apparu? Moi je le trouve utile et je le trouve intéressant pour analyser les rapports de force entre les acteurs dans les cadres de l'action collective, qui est bien ce dont on parle ce matin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, pour ceux qui ne se situent pas les uns les autres, Nicolas Binet, pilier du Club Gilles Aménagement, Nadia Kesteman, qui est directrice de recherche, j'aurais dit, à la CNAF, en tout cas grande experte voilà, à la CNAF sur tous les sujets de sciences sociales, et Antoine Pochon, qui travaille à Idéal et qui fait partie du secrétariat scientifique du programme Besoins en logement. Je pense, Charlie, que c'est beaucoup des questions pour toi. Oui, je suis ravi de répondre. Merci pour les interventions. Première chose, effectivement, peut-être que mon ton est brutal. Je pense que l'objectif, pour moi, il est aussi de mettre en évidence le fait qu'on est dans une bataille de cadrage en quelque sorte, et que évidemment le cadrage actuel basé sur le consommateur est dominant, et donc j'ai tendance à aller un peu fort dans l'autre sens. Par contre, je suis d'accord avec la dernière intervention, au sens où effectivement il y a une voie médiane à tracer entre l'idée selon laquelle l'individu serait totalement rationnel et donc avec une capacité de changement, et l'autre idée, enfin l'autre extrême. Il y a une voie médiane, et en fait la théorie des pratiques, c'est exactement cette voie médiane. C'est-à-dire que dans la théorie des pratiques, ce qu'on regarde, c'est effectivement la manière dont chaque pratique, donc de consommation ou de mobilité ou autre, se noue. Et donc dans les pratiques, ce sur quoi je suis passé un peu vite, c'est qu'on a effectivement différents types de dimensions, des dimensions matérielles et des dimensions immatérielles, mais que l'individu est toujours présent. C'est-à-dire que l'individu, il se saisit ou non des pratiques qui existent, et il s'en saisit pour différentes raisons qui font écho justement à l'espace de contrainte dans lequel il intervient. Par contre, ce avec quoi je suis en désaccord, ce serait de dire que, par exemple, le cas des trottinettes électriques et de la massification de leur usage n'est pas, à mon avis, un bon argument pour justifier l'idée selon laquelle les individus ont une forte agentivité, puisque c'est ce dont j'ai parlé, c'est une forte agentivité. Puisque pour que les individus utilisent les trottinettes électriques en ville, il faut, 1, que des applications se développent, que 2, des trottinettes soient rendues disponibles dans l'espace public, que 3, des pistes cyclables sécurisées soient aussi disponibles, et que 4, il y ait une norme autour de l'utilisation des trottinettes électriques qui soit relativement positive. Et d'ailleurs, on le verra, j'ai pas fait de travaux spécifiques sur ce moyen de transport, mais ce qui est intéressant, c'est de constater, en tout cas dans la vie quotidienne, que les profils des personnes qui utilisent des trottinettes se ressemblent plutôt. Ce sont majoritairement des hommes et des hommes jeunes,
Et donc, on peut voir typiquement que là, il y a une forme de sélection qui se fait, c'est-à-dire que tout le monde n'utilise pas des trottinettes parce que j'imagine que la conception du risque et que la représentation sociale qui est liée à ces trottinettes-là font que ce ne sont pas les mêmes personnes qui s'approprient cet usage. Et donc, ce que je veux exemplifier à travers ça, c'est dire que là, on est dans une pratique effectivement qui s'est massifiée. L'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de changement, il y a bien sûr toujours du changement. Par contre, il ne peut y avoir du changement que s'il y a des bases matérielles et immatérielles pour cela. Et donc ensuite, les individus vont s'en saisir différemment selon qui ils sont, selon à quel groupe social ils appartiennent. Et c'est bien là-dessus, en fait, à mon avis, que lorsqu'on parle de changement qu'on souhaite dans le cadre de la transition écologique, on doit être en capacité d'analyser en fait les liens entre ces différents groupes sociaux et les pratiques qui sont visées. Et que si on n'est pas en capacité de faire le lien entre ces groupes, les bases matérielles et immatérielles pour que ces groupes s'approprient les pratiques et leur capacité à vraiment changer de pratique, eh bien en fait on est dans une impasse. Et c'est pour ça que je mettais l'accent du coup sur non pas la capacité de changement individuel, qui est plutôt une question de motivation, mais vraiment les questions de structure pour rendre faciles les pratiques vertueuses. Et sinon, sur le concept de rationalité limitée, je ne le connais pas, donc sans doute qu'il est très opérant. On fera des petits transferts de biblio à l'issue de cette conversation. Mais ça fait partie c'est un peu daté, mais ça marche encore. mais en fait, à la limite, moi, ce qui me poserait question, c'est pourquoi encore utiliser le terme de rationalité. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, au sens où l'approche par les pratiques, moi, là, elle me semble hyper heuristique, c'est qu'elle prend pour acquis le fait que les pratiques sont routinisées. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait automatiquement. Et que ces pratiques, si elles sont routinisées, c'est pour alléger la charge mentale de l'individu lorsqu'il mène sa vie de tous les jours. Et donc, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de question de rationalité, il n'y a pas besoin de faire référence à ce concept-là pour comprendre pourquoi un individu fait ce qu'il fait, mais on peut regarder tout simplement l'environnement dans lequel il intervient, c'est la séquence de pratiques dans laquelle s'inscrit la pratique qu'on regarde, ses caractéristiques démographiques, et c'est suffisant en fait pour expliquer ses valeurs ou ses normes, normes sociales de groupe, ses représentations sociales, et en fait, il suffit entre guillemets de regarder ça pour être en mesure de caractériser pourquoi la pratique existe, pourquoi elle se poursuit et qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait changer, sans faire appel nécessairement à des concepts de rationalité. Mais c'est précisément pour ça qu'elle est dite limitée. Mais franchement, on peut en reparler parce que c'est vraiment assez. Moi, c'est très épistémologique sur l'action et l'action collective, mais c'est. Oui. On peut en reparler. Je voulais bien compléter sur les 2 points. Un truc tout bête sur des choses qui n'ont pas été dites, mais autour de cette question d'identifier et de travailler sur des groupes sociaux. On peut parler de marketing des politiques publiques, j'espère que c'est plus un gros mot, mais parce que ça parle de ça, c'est pas dans ton discours, mais c'est aussi ça que j'entends. Je voulais revenir aussi sur vraiment ça m'intéresse ce premier point sur je pense qu'il y a un parti pris de pousser le bouchon le plus loin possible pour affirmer que l'individu est très limité dans ses possibilités d'agir. Il est en tout cas multi-contraint. Tu as parlé des routines. Nous, on dit volontiers dans l'équipe de Leroy Merlin Source que l'habiter, par définition, c'est conservateur. Je veux juste renfoncer une porte ouverte, mais habiter, c'est peut-être dans un endroit où on se repose à l'abri du monde. C'est pas forcément le lieu où on a envie de faire bouger nos pratiques. Très pris dans des routines, donc voilà. Affirmer un peu fortement, presque avec un peu de provoque, l'individu, soi-disant souverain, et particulièrement dans l'habitat, est enchâssé dans de nombreuses contraintes, ça me paraît important. Ça me paraît d'autant plus important que si je regarde dans ces grands sujets, et notamment celui de la rénovation dite énergétique, si on sacralise un peu cet individu rationnel, comme globalement ça marche assez peu, on tombe de l'autre côté sur la version café du commerce, mais que j'ai entendu par des experts et des militants. Les gens comprennent rien. Les gens savent pas faire. Donc entre l'homo economicus ou habitatus super rationnel, qui plus est monorationnel quand il faut faire de l'énergétique, et les gens sont cons, pardon pour la trivialité du propos, on fabrique rien. Donc c'est plus intéressant d'avoir ce regard sur les multiples contraintes et représentations et valeurs qui conditionnent nos comportements. Et peut-être juste un point de complément aussi, c'est pour dire que l'approche par les pratiques, elle ne me semble pas particulièrement complexe.
Alors, c'est peut-être bizarre parce qu'on a l'impression qu'on a rajouté des couches de complexité multiples depuis tout à l'heure. En réalité, je pense que c'est à la fois gérable, d'un point de vue, la complexité existe, mais elle est gérable, et en plus, elle rend la capacité d'agir beaucoup plus efficace. Typiquement, sur l'alimentation, la slide que je n'ai pas montrée, c'est la manière dont nous, on divise donc la pratique alimentaire en 6 sous-composantes. On fait ce choix de 6 sous-composantes. Peut-être qu'une autre personne, une autre chercheuse dans un autre contexte en aurait vu 12 potentiellement, peut-être. Là, il y en a 6, et avec ces 6-là, on arrive à travailler. Et c'est suffisant pour travailler. Et en quelque sorte, pour la pratique de logement, ça ne sera pas les mêmes composantes, et il faudra les identifier, donc il y a un travail à faire autour de ça. Mais une fois qu'on a nos composantes sur lesquelles on peut agir, là, le travail devient beaucoup plus clair. Parce qu'il suffit en quelque sorte d'identifier les leviers et les obstacles existants au prisme de ces 6 composantes, de s'interroger sur comment les lever, ou comment apporter des bonnes solutions pour être en capacité de surmonter les obstacles. Et là, on arrive à une forme de planification qui est beaucoup plus aisée à élaborer et qui en plus génère des résultats beaucoup plus efficaces que si on est sur une approche un peu déterritorialisée et décontextualisée où on ne prend pas du tout attention au contexte social du coup dans lequel on intervient. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre réunion. Puis je pense qu'on pourrait parler des heures. Enfin, il y a tellement de sujets. L'idée, voilà, c'était aussi un peu de se dire, voilà, de ces conversations, c'est plutôt de faire des amorces en se disant, mais quels sont les sujets qui se connectent aux besoins en logement, qui peuvent nous permettre de penser le sujet différemment, de se dire, bah voilà, la conversation précédente était très statistique. Donc on a fait le SDES a sorti les derniers chiffrages un peu officiels sur comment on chiffre le besoin en logement. C'était important pour nous d'enchaîner sur une conversation voilà, beaucoup plus qualitative pour voir un peu l'ampleur du spectre auquel on peut penser. Les prochains rendez-vous du programme, donc le 18 décembre, donc là, ça va être un colloque à Sciences Po, où les inscriptions sont encore ouvertes. Et on se retrouvera également le 12 janvier pour travailler autour des 4 équipes de recherche qui ont été sélectionnées hier et dont nous devrions annoncer très prochainement voilà, qui elles sont et comment elles vont travailler. Et donc on vous les présentera avec plaisir le 12 janvier à l'Alpajol. Un grand merci à tous, un grand merci aux intervenants malgré ces conditions logistiques difficiles et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt.